Christine Abécassis, enchantée. J'ai monté une boîte, planté une boîte. Ensuite, je me suis mise à mentorer des entrepreneurs pour expliquer tout ce qu'il ne fallait pas faire pour terminer comme moi. Ensuite, j'ai été recrutée en interne chez Live Mentor, qui est un organisme de formation à destination d'entrepreneurs. J'avais un poste très opérationnel d'ingénieur pédagogique et en fait, de fil en aiguille, j'ai monté, scalé et dirigé le pôle de l'offre pédagogique. En parallèle, j'ai été élue au board de EdTech France. Et en parallèle encore, parce que j'aime bien les parallèles, je donne des cours en école de commerce pour aider les étudiants à ouvrir un peu leur chakra au niveau business et entrepreneurial. Et depuis 2 ans et demi, ma carrière a pris un stop un peu particulier parce que j'ai eu un accident de plongée sous-marine où j'ai failli mourir. Et en fait, depuis, c'est un peu la traversée du désert de juste, on essaye de guérir, de se remettre de cet épisode. Et on sort un livre. En fait, j'ai commencé à écrire ce bouquin quelques semaines après la fermeture de ma boîte, parce qu'à ce moment-là, j'avais vraiment besoin d'extérioriser, j'allais très mal et je comprenais pas que ma boîte avait disparu. Et vraiment, c'était un besoin de sortir toutes les infos pour les mettre ailleurs. Et en fait, c'est marrant parce que quand j'ai repris tous ces écrits en automne 2025, au moment où je me suis remise pour de vrai à écrire ce livre-là avec une intention de le publier derrière, en fait, j'ai reconnu beaucoup de choses de ma vie post-accident. Tout le moment un peu léthargique où je sais pas trop quoi faire de mes journées, où je suis vraiment en mode, on est dans une comédie romantique post-rupture, on mange de la glace toute la journée, on a un plaid, on est sur le canapé. Et ça m'a fait vraiment plaisir de lire ça, pas dans un mode masochisme, mais en fait parce que je me disais, ok, tu l'as déjà traversé une fois, tu vois les étapes concrètes parce que tu les as déjà écrites, c'est exactement la même chose, donc tu vas t'en sortir, ça va aller. En fait, dans notre société, on se met à parler des échecs et c'est très bien, mais on en parle souvent d'un point de vue un peu glamourisé de, bon bah voilà, j'ai planté 10 boîtes, maintenant je suis millionnaire. Alors c'est pas du tout ce que je raconte dans ce bouquin, je suis loin d'être millionnaire. Je pense que c'est hyper important d'avoir aussi des récits qui viennent parler de quand c'est dur, en même temps du moment où c'est en train d'être difficile. Parce que du coup, c'est ces moments-là aussi qui permettent de construire quelque chose derrière. Et en fait, moi, après l'accident, direct, une fois que je suis remontée de l'eau, j'ai commencé à me mettre une pression de dingue dans ma tête sur, bon, quelle va être la signification de cet accident, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire, qu'est-ce que je vais pouvoir en dire, comment on va transformer l'essai. Alors qu'en fait, moi, j'étais pas du tout en état. J'étais juste occupée en train de survivre, d'essayer de m'en sortir. Mon corps était en PLS et il voulait juste guérir. Et pourtant, en arrière-plan, il y avait quand même cette espèce de pression de « il faut faire quelque chose de cet échec ». Donc en fait, c'est marrant parce que ça a commencé par un call avec mon associé, un call business classique. En fait, notre incubateur de l'époque nous avait proposé de faire une levée de fonds et ils voulaient nous propulser auprès de tout leur réseau, etc. Donc c'était une super opportunité. Et donc moi, je m'effrénais en coulisses à préparer cette levée de fonds. Je faisais un business plan avec des milliers d'euros partout, etc. C'était vraiment grisant. Et en même temps, je commençais à me sentir de plus en plus mal à l'aise parce que je voyais que sur mon business plan, je mettais donc mon business que j'avais à l'époque, c'était une marketplace de mode éco-responsable. Donc il y avait un côté des marques partenaires à faire venir sur le site internet et ensuite de l'autre côté de la commercialisation B2C. Et donc qui dit B2C dit il faut un énorme budget publicitaire et de commercialisation, marketing et compagnie. Ce qu'on n'avait pas du tout à l'époque parce qu'on s'était lancé en mode YOLO, on est des hippies, ça va cartonner. Pas du tout. Parce que nos belles valeurs vont parler au grand public, etc. Exactement, et que le bouche à oreille va faire son effet. Bah non, le bouche à oreille n'a jamais été un système marketing, le bouche à oreille n'a jamais fait décoller une boîte dans le démarrage. Ça peut venir après amplifier, mais en tout cas, ça vient amplifier quelque chose qui fonctionne. Ça vient pas lancer une machine qui est un peu bancale. Et donc, je prépare ma levée de fonds. Et en fait, dans mon business plan, je me rends compte que je mets des budgets astronomiques en publicité Facebook, en publicité Instagram, en publicité sur Google, sur Pinterest, etc., etc. Et donc, en fait, au moment où j'appelle mon associé pour parler d'un truc business, à un moment, elle me demande ce qui se passe. J'ai l'air d'être un peu à côté de mes pompes, ça va pas. Et donc, je commence à lui expliquer tout ça en lui disant « Ouais, mais en fait, je comprends pas, on se lance dans une boutique en ligne de mode éco-responsable et on veut promouvoir de la consommation raisonnée. Et là, je suis en train de préparer un business plan où je vais financer les GAFAM et où je vais vraiment demander de l'argent pour les mettre tout de suite dans la poche de ces grosses boîtes qui me font pas plaisir au quotidien. Donc, je comprends pas ce qu'on est en train de faire là. » Et donc, en fait, on parle. Et à la fin de ce call, on décide de fermer la boîte sur cette contradiction, alors que vraiment, on n'était pas du tout parti pour. C'est arrivé comme une surprise complète et le début de cette discussion-là n'occurait pas à la fin du call, on ferme. On s'est laissé 24 heures de réflexion tout de même pour voir si on était toujours alignés. Et au bout de 24 heures, on était toujours alignés, donc on a fermé. Marrant parce que du coup, on annonce très vite la décision. Donc, on décide entre nous deux avec mon associé. On annonce la décision à toutes nos marques partenaires, à nos clients, et on laisse peut-être le week-end pour que s'il y a des personnes qui veulent faire un dernier achat, elles puissent le faire au cours du week-end. Et ensuite, on ferme.
Et ensuite, j'ai ghosté les avocats, les comptables et tout le monde pendant 2 mois parce que là, j'étais en plein déni et dépression pour le coup et j'avais peur que ça s'arrête pour de vrai en fait. Alors que c'était ridicule, tout s'était déjà arrêté, c'était fini. Mais là, j'avais du mal à vraiment mettre la dernière pièce dans l'engrenage en disant bon bah là, ça y est, c'est officiel, ça s'arrête vraiment. Donc je suis assez rapide dans je prends une décision et j'applique, mais par contre après, je vais me faire des montagnes russes dans mon cerveau de est-ce que c'était la bonne décision, mais qu'est-ce que j'ai fait, oh my god, etc. C'était juste le fait de passer à l'action. Je pense que c'était plus que j'avais pas réalisé que j'allais perdre mon identité en fermant ma boîte et en fait ça je l'ai vraiment mesuré le dernier jour quoi en fait quand ça y est c'était fermé et je me relève le lendemain et je suis là mais qui suis-je et en fait j'étais entourée d'entrepreneurs dans mon quotidien donc d'un coup je faisais plus partie de leur team, j'avais du mal à me définir qui j'étais sans la boîte et il y a quelque part en fait à ce moment-là moi j'avais lancé ma boîte à la fin de mes études donc clairement j'étais en galère financière, en galère de tout, ça allait de pair avec la boîte, tant que j'avais la boîte c'était normal et c'était ok et c'était accepté socialement mais en fait si j'avais plus la boîte du coup j'étais entre guillemets juste une meuf en galère sans aucune raison et ça c'était très perturbant, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir perdu mon identité à ce moment-là et d'avoir dû la réinventer. Alors en fait moi quand j'ai fait un business plan j'ai ouvert Excel, j'ai écrit sur mon business plan, j'avais une feuille par année et en gros je mettais plus 20 à 30% par année sur le chiffre d'affaires et c'est tout. Et j'ai mis vaguement des moments un peu saisonnalité de Noël apparemment ça va faire plus de chiffre d'affaires, voilà, j'ai regardé un peu ce qui se faisait dans mon secteur d'activité. Et voilà. Et après, j'ai refermé cet Excel et je ne l'ai plus jamais ouvert. Et en fait, la différence avec piloter au quotidien, c'est que ce business plan, j'aurais dû l'intégrer dans ma roadmap opérationnelle. J'aurais dû me poser la question de, ok, mais en fait, si je veux faire, je vais dire n'importe quoi, mais 10 000 euros, 20 000 euros à Noël, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en juillet pour que ces 20 000 euros soient possibles en décembre ? Et si je veux faire plus 20% l'année prochaine, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'opération marketing ? Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'opération au quotidien ? Et surtout, est-ce que ça rentre ? Parce que si par exemple, j'ai un business où je suis coach, mentor, ou que en fait, je vends des services et donc que mon chiffre d'affaires dépend en grande partie de mon temps, est-ce que faire plus 20%, 30% l'année prochaine, physiquement, ça rentre ? Est-ce que je suis en train de me designer une semaine à 90 heures et je m'en rends pas compte ? Et donc, en fait, c'est vraiment ça la différence. C'est pas juste je fais un joli Excel et tout a l'air bien dans le meilleur des mondes. C'est à chaque fois que je mets un chiffre là-dedans, je me dis, OK, à quoi est-ce que ça doit ressembler au niveau marketing quelques mois avant pour que ce scénario se produise ? Et à quoi est-ce que ça ressemble au quotidien au niveau des opérations de delivery dans mon quotidien pour que ce scénario, je sois en capacité de le faire se produire. L'idée, c'est vraiment de retranscrire ces chiffres-là en action du quotidien. En fait, de pouvoir se dire, si je vois que ce chiffre augmente, diminue ou reste le même, qu'est-ce que ça veut dire que je mets dans ma to-do list le lendemain ? Exactement. Et en fait, si ce chiffre-là ne permet pas une décision le jour même, ou en tout cas ne permet pas de mener à des actions correctives dans les jours qui viennent, c'est peut-être pas un chiffre important à suivre. Si on a de la saisonnalité dans son business et si on se rend compte qu'il y a des variations, de ne pas traiter tous les événements de la même manière. Moi, typiquement, j'ai fait un calendrier annuel où j'ai mis un peu toutes les fêtes importantes dans l'année, donc Noël, la Saint-Valentin, machin. Et en fait, je les ai toutes traitées pareil, alors que dans les boîtes de e-commerce, Noël, ça se prépare entre janvier et juillet de l'année. Et moi, j'ai commencé à préparer Noël en novembre. Ça n'allait pas du tout. Et je l'ai préparé comme j'ai préparé toutes les autres. Donc, je pense que c'est aussi important de bien hiérarchiser ce qui est important, ce qui est moins important, ce sur quoi il va falloir vraiment se focaliser pendant plusieurs mois versus ce qui peut être préparé un petit peu plus au jour le jour. En fait, au fur et à mesure, j'allais avoir des comportements de plus en plus engagés sur ce sujet. Et ça, je ne l'ai pas du tout vu venir. Et en fait, je pense que c'est super important quand on se lance dans un projet, d'autant plus quand c'est un projet qui touche aux valeurs et qui touche à l'engagement, quel que soit l'engagement, de se poser la question et de vraiment faire l'exercice de le mettre sur une ligne de, quel est le comportement le moins engagé sur le sujet ? Par exemple, si je suis dans la mode, ça va être d'aller acheter des marques d'ultra fast fashion, fabriquées dans n'importe quelles conditions, en Chine, machin, etc. Et de mettre un peu sur cette ligne-là tous les éléments qui vont aller vers le plus d'engagement. Donc, par exemple, encore en mode, ça va être acheter de la seconde main dans des fripes, machin. Et en fait, de faire l'exercice de vraiment lister sur une ligne de l'engagement tous les comportements qu'on peut avoir, de voir où est-ce qu'on se situe aujourd'hui sur cette ligne-là et de voir où est-ce que notre business se situe sur cette ligne-là. Et en fait, c'est aussi intéressant de faire la projection sur, est-ce que dans 1 an, dans 2 ans, si je me retrouve à être sur le côté extrême de l'engagement, est-ce que mon business plan actuel
et mon business model actuel est toujours aligné avec cet engagement-là ou pas. Donc déjà, on avait un système où on reversait une partie de notre chiffre d'affaires à une association. Et donc ça, c'était déjà des éléments sur lesquels on était sensibilisés. Après, je pense que cette décision de fermer, elle est aussi intervenue dans un contexte où on voyait qu'on allait dans le mur sur plein d'autres éléments, notamment dans notre relation d'associés. En fait, moi, je l'entreprenais avec ma meilleure copine de lycée. C'était trop bien et je suis trop contente qu'on ait fait cette aventure ensemble. Mais notre relation d'associés, elle était très bancale. Et ça, c'est des éléments qui font qu'on n'a pas non plus poussé à fond pour chercher une solution pour continuer cette aventure ensemble. Parce que je pense qu'on voyait que si on continuait, on allait finir par exploser en vol. Et en fait, nous, on avait vraiment très envie de rester copines. Donc ouais, je pense qu'à ce moment-là, ça a fait partie de la décision, même si on ne l'a pas nommé. Mais a posteriori, je me dis que c'est une des raisons qui fait qu'on ne s'est pas absolument posé sur, bon, vas-y, qu'est-ce qu'on continue à faire? On se trie sur les méninges dans tous les sens, etc. À mon avis, c'était un peu aussi un bon, bah voilà, on a tenté, ça s'arrête là, c'est ok, on va continuer à rigoler ensemble, mais on va faire chacune des choses différentes au niveau business. On peut tout corriger au fur et à mesure. En fait, il n'y a rien qui est permanent. Et c'est ça aussi la beauté de l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, quand on voit qu'on est en train d'aller dans une direction qui n'est pas OK, bah, on peut complètement changer et corriger cette décision au fur et à mesure. Donc oui, je pense qu'on aurait pu corriger au quotidien, mais ouais, on a choisi de ne pas le faire. De la prospection de deux côtés. Il y a le côté B2B avec les marques partenaires. Ça, j'ai adoré, décrocher mon téléphone, aller parler avec des marques partenaires, nouer des partenariats, etc. Ça, génial. Et ensuite, il y a la partie B2C où il faut faire des pubs Facebook, poster toute la journée, faire du community management et vraiment être dans une logique de marketing de masse et de growth hacking et ne jamais avoir aucun contact avec la clientèle. J'ai détesté ça, mais vraiment j'ai détesté et je pensais pas que j'allais détester. Mais en fait, j'ai mesuré à quel point j'ai détesté quand en décembre 2018, on a fait un pop-up store à Paris. Et en fait, là, c'était génial. Je pouvais discuter avec les clients, je pouvais défendre toutes les marques, je pouvais raconter les histoires. J'ai adoré ce mois-là. Et ensuite, alors c'était fatigant, hein, bien sûr, fatiguée et arrivé à la fin du mois sur les rotules. Mais ensuite, quand je me suis retrouvée de nouveau devant mon ordinateur à devoir mettre des messages sur les réseaux sociaux et tout, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et en fait, je me suis vraiment créé un métier que j'ai pas aimé. Et aujourd'hui, mais jamais je postulerai à un poste de community manager. Et il y a pour ça que je donne ce warning à chaque fois que je mentore quelqu'un en disant, surtout si vous n'êtes pas d'accord, ne m'écoutez pas, faites autre chose. Parce qu'en fait, moi, je ne suis pas restée CEO de ma boîte plus de 3 semaines à partir du moment où j'ai eu l'idée. Ensuite, tout le reste de la Terre à qui je parlais est devenu CEO à ma place. Et moi, je me contentais d'appliquer ce qu'on me disait de faire parce que j'avais l'impression d'être à l'école, parce que j'avais l'impression qu'il y avait une seule bonne réponse et parce que je n'avais pas compris que, en fait, les décisions, c'était important que ce soit moi qui les prenne et que j'en sois convaincue. Et j'en étais pas convaincue, mais je les prenais quand même. La réponse, en vérité, elle est parler avec des clients. Ouais. Parce que en fait, les clients ont la réponse. Les clients ont toutes les réponses que nous n'avons pas. Mais je pense que c'est important aussi de ne pas rester tout seul dans sa tête. Et en fait, les coachs, c'est très bien, mais ils vont pas non plus parler avec nos clients. Sauf si c'est quelqu'un qui est exactement dans notre corps de business et qui a exactement les mêmes clients que nous, etc. Parce qu'en fait, un coach business n'est pas interchangeable. En fait, tous les coachs business ont une manière de parler, une manière de voir les choses, une manière de booster ou non quelqu'un, une manière de mettre des coups de pied au cul très violents ou tout en douceur, etc. Et en fait, ça répond à plein de réalités entrepreneuriales qui font que, en fait, un coach business ne peut pas être interchangé comme ça en un claquement de doigts. C'était un mélange de syndrome de la bonne élève, syndrome de l'imposteur gigantesque, envie de bien faire, perfectionnisme et être complètement paumé sur qu'est-ce qu'il faut faire en fait. Parce que ce que j'avais pas compris à l'époque, c'est qu'en fait, personne ne sait exactement ce qu'il est en train de faire. On navigue tous un peu à vue et bon, certains plus que d'autres, ok. Mais voilà, en fait, j'avais l'impression que tout le monde avait les réponses et que moi, j'avais pas les réponses. Et parce qu'en fait, j'étais aussi entourée de beaucoup d'entrepreneurs mecs qui arrivaient avec leur grosse confiance en eux, qui étaient là à me parler de j'ai levé 3 millions, moi j'en ai levé 7. Moi, j'étais là genre, moi j'ai 4 000 euros sur le site, sur le compte en banque de la société, tout va bien et je dois payer des pubs méta avec ça. Ouais, allons-y. Donc, ouais, je pense que j'avais vraiment un très gros syndrome d'infériorité. Et je pense que c'est ça qui s'est joué à ce moment-là. Parce qu'après, j'ai toujours pris la responsabilité sur moi. Même quand c'était les autres qui me donnaient des conseils, en fait, je sais que c'était moi qui choisissais d'appliquer ces conseils. Donc ça, j'ai pas dédouané ma responsabilité là-dessus. Et pareil, sur le site internet From Scratch et tout ça,
c'était ma décision d'aller là-dedans et c'était à moi de stopper ce massacre, entre guillemets, parce qu'on aurait pu, et en fait, on aurait dû, au bout de la première semaine, se dire non, on arrête, c'est de notre faute de l'avoir laissé dans la to-do list pendant 1 an et demi, au lieu d'un moment se dire non, mais ça suffit, on arrête la catastrophe. J'adore faire, qui est inspiré de la méthode de Tim Ferriss. Il en parle dans son TEDx, je sais plus comment il s'appelle, Why you should define your fears instead of your goals, quelque chose comme ça, genre pourquoi est-ce qu'on doit définir ses peurs plutôt que ses objectifs. Et en fait, il arrive à la fin sur le coût de l'inaction. C'est vraiment qu'est-ce que ça te coûte concrètement, moralement, financièrement et tous les types de coûts qu'il peut y avoir de ne pas faire cette action ou de ne pas prendre cette décision. Et ça, c'est quelque chose qu'on mesure rarement, de voir qu'en fait, voilà, on détruit des relations. Et c'est un peu ça avec mon associé, en fait. Je pense qu'on s'est arrêté au bon moment et que si on avait laissé le truc se détériorer, ce serait peut-être plus jamais parlé après. Et donc, c'est vraiment des choses où il faut mesurer ce que ça peut nous coûter dans le futur. Tu travailles sur ton plan de communication. Quand est-ce que tu commences à communiquer ? Et alors, évidemment, s'ensuit une dispute mémorable. De quel droit hostile ? Exactement. Comment ça ? Quoi ? J'étais pas du tout prête à admettre qu'il pouvait avoir raison. Mais il avait raison. Et je lui ai dit après qu'il avait raison. Mais en fait, sur le moment, j'étais incapable de le voir. Et j'avais l'impression que je faisais exactement ce qu'il fallait pour mon business. Alors que pendant les 2 mois à ne pas communiquer, je communiquais pas. J'étais pas sur les réseaux sociaux en train de tester des choses, en train de voir si c'était ce qui m'allait le plus comme format. Est-ce que je préférais faire des vidéos ? Est-ce que je préférais faire des textes ? Est-ce que je préférais faire des photos ? Des carousels, que sais-je. Et en fait, pendant 2 mois, j'étais dans ma tête avec mon Excel, enfermée dans ma petite bulle de sécurité de tant que je suis pas dehors, ça va, ça ne peut pas rater, ça peut pas échouer. Et ça peut pas fonctionner non plus, parce que moi, j'avais à la fois peur de l'échec, mais aussi peur que ça marche trop vite et que j'arrive pas à gérer. Et donc, en fait, sur mon Excel, j'étais protégée. Mais j'ai pas passé mon temps au bon endroit à ce moment-là. Procrastination active, quoi. Donc, je pense que une des premières questions, ça va toucher aux fondations de l'entreprise. Si demain, tu fais x2, qu'est-ce qui se passe ? Si demain, tu fais x2 dans ton chiffre d'affaires, est-ce que tes opérations tiennent ? Est-ce que ta boîte explose en plein vol ? Est-ce que ton temps de travail quotidien explose ? Est-ce que toute ton équipe part en burn-out ? Toutes les personnes avec qui tu travailles, tous tes prestataires autour de toi, qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est vraiment une première question sur la solidité de tes fondations, parce que appuyer sur une pédale d'accélérateur alors que les fondations sont bancales, c'est vraiment courir à la catastrophe. Donc ça, ce serait ma première question. On note précieusement. Yes. Ensuite, ma deuxième question, ce serait est-ce que tes chiffres sont retranscrits dans ta roadmap opérationnelle ? Et ça, c'est rejoint le point, je crois que c'était le point 1. Premier ? Oui, c'était le premier. Ouais. Et c'est vraiment une question super importante de, ok, tu as prévu de faire X milliers d'euros de chiffre d'affaires tel mois. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Est-ce que tu as vraiment une roadmap qui te permet d'arriver à ce résultat-là à tel mois ? Ou est-ce que tu pars 3 mois en vacances juste avant et donc il n'y a aucun moyen de réaliser cet objectif ? Et ensuite, la troisième question, ce serait quelle est la décision que tu sais que tu dois prendre et que pourtant tu repousses ? Quelle est la décision que tu procrastines ? Parce qu'on peut aussi procrastiner de ne pas décider. On peut aussi procrastiner des décisions. Et en fait, si tu ne décides pas, si tu continues comme ça, qu'est-ce qui se passe dans 3 mois ? Qu'est-ce qui se passe dans 6 mois ? Qu'est-ce qui se passe dans 1 an ? Et comment est-ce que ça va continuer à s'envenimer et à devenir de plus en plus gros, de plus en plus prenant ? Combien est-ce que ça te prend de charge mentale au quotidien ? Parce qu'au bout d'un moment, oui, il y a beaucoup de décisions en entrepreneuriat qui sont super difficiles à prendre, mais en fait, quelque part, une fois qu'on la prend, c'est un peu comme si on arrachait le sparadrap. Alors qu'en fait, si on ne la prend pas, on retarde, on souffre doublement. On souffre pendant tout le moment où on se fait des scénarios cauchemars dans sa tête, et on se dit que ça va être horrible, etc., etc. Et on souffre au moment où on met en place la décision. Un peu de mal à y répondre, mais je pense qu'il y a 3 directions qu'on peut aller explorer pour voir un peu ce qui se passe. Déjà, il y a la première question de l'alignement. Est-ce que on se sent toujours aligné avec sa boîte ? Est-ce qu'on se sent toujours aligné avec la direction qu'on est en train de prendre pour les 6 prochains mois, la prochaine année ? Est-ce qu'on est aligné avec tous les projets qui arrivent dans la roadmap ? Ça, je pense que c'est un bon indicateur. Ensuite, le deuxième, c'est ce que je vais appeler le test de l'utilité ou du vrai problème. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Mais en fait, on va aller un cran plus loin. C'est au-delà de est-ce que je résous un vrai problème ? C'est est-ce que si demain, ma boîte disparaît du marché, mes clients paniquent ? Est-ce qu'il y a vraiment un
Ah, mais qu'est-ce que je vais faire? Oh là là, oh là là. Est-ce que mon SAV va être saturé? Je vais avoir des DM dans tous les sens qui vont me dire non, mais quand est-ce que tu réactives? S'il te plaît, reviens, reviens. Ou pas. Et clairement, moi, quand j'ai fermé ma boîte, personne n'a paniqué. Et c'est le test du marché et du contexte, dans le sens, est-ce que là, ce que je suis en train d'expérimenter dans ma boîte, c'est la même chose pour tout le monde sur mon marché, ou est-ce que au contraire, je suis vraiment la seule à galérer dans mon truc? Et parce qu'en fait, c'est très différent. Moi, je pense que les concurrents, c'est pas nos ennemis. En fait, on a vraiment toutes et tous des manières très différentes de mettre en action nos business et de résoudre les problèmes qu'on résout. Et en fait, les conversations les plus riches qu'on peut avoir, je pense, quand on lance un business, c'est avec des personnes qui sont en train aussi de lancer le même genre de business, qui sont à peu près au même stade que nous, un peu plus avancés, un peu moins avancés. Et parce qu'en fait, eux aussi, ils vivent la même chose. Et ça, c'est super précieux comme type de conversation. Moi, à l'époque de l'étiquette, j'adorais.